Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cinécritique avec Ève et Tofi aux commandes. C'est le numéro 115 du 29 avril 2020 et oui, déjà la fin avril et toujours un épisode un peu spécial comme vous pouvez vous en douter. Bonjour Tofi. Bonjour Ève et bonjour à tous. Et oui Ève, toujours en confinement chacun de notre côté et nous enregistrons donc chacun à distance pour continuer à vous donner des infos sur le monde du cinéma, même si ce dernier vit en ce moment des moments assez graves et inédits. Oui, effectivement, Pierre Lescure, le président du Festival de Cannes, disait récemment que même pendant la dernière guerre, il y avait une activité ciné, les salles fonctionnaient modestement, mais quand même, des films sortaient. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui où l'ensemble de l'activité du cinéma s'est arrêté dans pratiquement tous les pays du monde. On Mhm. se perd en conjoncture, même si certains acteurs de l'industrie du cinéma envisagent une réouverture des salles à partir de la fin juin, d'autres fin juillet, avec des mesures sanitaires adaptées. L'accueil dans les salles serait ainsi réduit à 50% de leur capacité afin de laisser 1 mètre entre chaque spectateur à droite, à gauche, devant, derrière. Bon, c'est vraiment pas simple, Ève. Non, pas simple du tout. Les exploitants en attente d'une réouverture des salles ne sont pas les seuls à subir la tourmente. Toutes les entreprises en lien avec le cinéma sont touchées. Pas seulement les producteurs, les distributeurs et les exploitants, mais aussi les services techniques, les loueurs de matériel, la post-production, la presse spécialisée et j'en passe. Oui, du jour au lendemain, de nombreux tournages ont ainsi été interrompus du côté du cinéma comme des séries. Et quand les salles rouvriront, il est probable qu'il y aura plusieurs freins à la reprise de l'activité. Entre autres, comment inciter les gens à revenir dans les salles alors qu'ils n'auront qu'une seule envie, respirer à l'air libre, surtout au mois de juin. Mhm, Et Ève, que pourra-t-on y voir? oui. Qui, parmi les distributeurs, prendra le risque d'essuyer les plâtres face à l'embouteillage prévisible de la sortie des films? L'exemple chinois l'a montré, 600 salles ont été réouvertes en mars, puis rapidement refermées. Peut-être pour des raisons sanitaires, mais aussi de façon certaine, parce qu'elles étaient désertées par les spectateurs. Oui, alors Pierre Jolivet, réalisateur français et président de l'ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, insiste sur un motif d'inquiétude, c'est que les mauvaises habitudes prises pendant le confinement perdurent une fois la crise passée. Comment faire revenir au cinéma des gens qui ont fait leur propre programmation pendant des semaines à domicile? Et de continuer, on peut parier sur le fait que nous aurons tous envie, dès que possible, de revivre cette expérience incroyable dont nous avons été privés et que seule la salle de cinéma offre. Mais dans quel état serons-nous, nous les professionnels du cinéma, à la sortie de cette crise? À quel point serons-nous abîmés? Bref, Ève, bah, c'est pas gagné, hein, Non. même si on pense que le désir de cinéma reste très fort. Mhm. En attendant, Ève, le cinéma à domicile a le vent en poupe. Les chaînes classiques de télévision rivalisent à coups de films de patrimoine et de films grand public, et les audiences n'ont jamais été aussi hautes que grâce au cinéma. Oui, Tofi, quelques exemples. Le film de 14 heures tous les jours de la semaine depuis le 21 mars sur France 2 cartonne entre 2 millions et 5 millions de spectateurs par film. Évidemment, La Grande Vadrouille est en tête avec 5,135 millions de spectateurs. Et également, on peut parler de Arte. La chaîne Arte a musclé également sa programmation, mélangeant habilement courts-métrages, documentaires et films classiques. On peut y revoir par exemple Les Heures d'été de Olivier Assayas, La Belle Noiseuse de Jacques Rivette ou plus ancien, Le Genou de Claire de Éric Rohmer. Et oui, Tofi, on trouve aussi quelques raretés, comme sur Henri, le service de streaming de la Cinémathèque, le diptyque de Gaspard Noé, qui a révélé l'acteur Philippe Naon, décédé il y a une semaine. Les moyens métrages Carnet, 1992, et Seul contre tous, 1999, à voir impérativement dans cet ordre sur www.cinémathèque.fr/Henri. Et n'oublions pas, c'est gratuit.
Cette semaine, nous allons innover, Ève, avec réflexion et critique à partir d'un livre, puis d'un documentaire et ensuite d'un film qui traite le même sujet. Le livre est Mémoire vive de Edward Snowden, paru en France aux éditions du Seuil en septembre 2019. Le film Snowden de Olivier Stone, sorti en France en 2016, et le documentaire sur le même sujet, Le lanceur d'alerte américain Edward Snowden, sorti en 2014 et qui s'appelle Citizen 4. Commençons par le livre, Ève, même si on peut lire et voir les trois dans le désordre. Mémoire vive, c'est le nom du livre témoignage et qui est l'histoire d'un jeune homme de 29 ans qui, aux États-Unis, surprend le monde entier en quittant la communauté du renseignement de son pays et en révélant que le gouvernement des États-Unis poursuit le projet secret de collecter toutes nos conversations téléphoniques, nos textos et nos mails. Ils déclarent qu'ils veulent établir un système de surveillance de masse sans précédent, capable de s'infiltrer dans la vie privée de chaque personne sur la planète. Edward Snowden révèle pour la première fois dans ce livre son histoire, comment il a participé à la mise en place de ce système et la crise de conscience qui l'a conduit à la révéler au public. Il y souligne avoir toujours agi au nom des principes contenus dans la Constitution américaine, notamment en matière de protection des libertés. La sortie mondiale de cette autobiographie s'inscrit avant tout dans une volonté affirmée depuis 6 ans de toucher l'opinion américaine en menant un travail de pédagogie pour expliquer sa démarche, prouver son intégrité et en définitive son patriotisme. Oui, alors le livre se découpe en deux parties. Dans la première, un peu maladroite, Edward Snowden raconte son enfance, son parcours personnel et professionnel. Mais la seconde partie rentre dans le vif du sujet, en quoi consistait son travail, sa prise de conscience, ses explications très claires sur le fonctionnement des agences de renseignement, sur les programmes qui ont récupéré l'intégralité de vos données, etc., etc. Là, l'écriture est beaucoup plus fluide. On sent sa réflexion sur le sujet. Et c'est ultra intéressant et pédagogue, tout en étant inquiétant, évidemment. Porté par une passion sans faille pour la vérité et une inébranlable sincérité, Mémoire vive est un témoignage exceptionnel. Nous vous conseillons le livre paru aux éditions du Seuil. Alors, Mémoire vive est dispo en téléchargement sur le site de la FNAC, sur Amazon et sur leslibraires.fr. Et à partir de ce sujet étonnamment moderne et malheureusement d'actualité, deux films sur le personnage de Snowden sont sortis. Le premier, un peu commercial, c'est le long métrage de Oliver Stone, sorti en 2016 avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo et Nicolas Cage. The NSA is really tracking every cell phone in the world. Most Americans don't want freedom. They want security. Except people, they don't even know they've made that bargain. Le film évoque le soldat Snowden, remarquable Joseph Gordon-Levitt, qui livre là une interprétation d'un mimétisme confondant le vibrant patriote qui s'engage dans l'armée pour venir grossir les rangs des forces spéciales et qui ne passera du côté obscur, dans les salles confinées des agences de renseignement, qu'à la faveur d'une blessure qui signera sa réformation de l'armée. L'histoire du célèbre lanceur d'alerte est ici traitée par la description minutieuse de sa vie privée et avec un luxe de détails et de faits, mais qui ôte un peu tout envolé, on va dire, au récit. On est en présence d'un film hollywoodien avec ses clichés, sa grosse artillerie dont la musique omniprésente, une romance amoureuse peu fascinante et des dialogues prévisibles. Oui, alors le film qui a vocation à s'adresser au plus grand nombre pêche parfois par trop de simplicité et de raccourcis, amoindrissant la charge émotionnelle là où la révolte devrait gronder. On semble tourner en rond, même si le sujet est passionnant, avec une écriture académique un peu figée. Un film froid, moralisateur, malgré de bonnes interprétations, et un travail documentaire qu'il faut quand même saluer. Oui, alors Snowden de Oliver Stone est disponible chez vous en streaming sur Netflix et en VOD sur Orange, Filmo TV, Canal VOD et Rakuten TV.
Mais il faut ensuite rappeler comment Snowden a contacté et la manière dont il a pu rencontrer les journalistes à Hong Kong dans le documentaire qui s'appelle Citizen 4. Laura, at this stage, I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited. Oui, en effet, c'est sous le nom de code Citizen 4, et ça c'est vrai, qu'il contacte la documentariste américaine Laura Poitras. Elle part le rejoindre à Hong Kong et réalise en temps réel Citizen 4, donc le documentaire historique. C'est une histoire unique et un portrait intime d'Edward Snowden. Ce documentaire américano-allemand historique et unique de Laura Poitras est sorti en France en mars 2015 avec Edward Snowden lui-même, le journaliste anglais Glenn Greenwald et Laura Poitras. Il nous montre ici les premiers jours de rencontre dans une chambre d'hôtel de Hong Kong entre Edward Snowden, le jeune transfuge des services secrets américains, et 3 journalistes anglo-saxons. Snowden y dévoile les premières informations sur la manière dont les États-Unis écoutent la totalité des échanges électroniques et analogiques du monde entier entre individus et entreprises pour ce qui deviendra le plus grand scandale international de ces dernières années. Ces informations continuent encore aujourd'hui à être divulguées. Pas besoin de dramatiser à outrance, le film ressemble à un thriller, alors que c'est un documentaire, hélas, bien réel, et c'est ça vraiment qui fait sa force. Il est ingénieusement bien monté et donne une impression d'immersion comme une fiction. Entre la paranoïa ou la réalité, il n'y a qu'un pas. Une bien belle mise en abîme pour comprendre l'impact des révélations et la motivation de Edward Snowden. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas reçu une telle claque au cinéma et c'est vraiment un must pour un documentaire. Citizen 4, que l'on vous conseille très fortement, vous l'avez compris, est disponible en streaming sur Canal+ et OCS et en VOD sur Orange. Intéressant, Tophie, de voir comment un sujet est à la fois traité dans un film, un documentaire et un livre. Allez, une petite dernière info, Tophie. Oui, et surtout si vous aimez l'opéra, Ève. L'Opéra de Paris, évidemment, souffre comme tous les autres établissements culturels. Et sur son site internet, on peut revoir en streaming leur dernière production, le fameux Carmen de Bizet. Jamais Carmen ne cédera. Libre elle est née, libre elle mourra, lance l'héroïne de Bizet à Don José à la fin de l'opéra. Cette irrépressible liberté couplée à la nécessité de vivre toujours plus intensément sur le fil du rasoir, la mise en scène de Calixto Bieto en rend compte comme nul autre. Du personnage de Mérimée, Carmen conserve ici les contours profondément ibériques et le tempérament de celle qui vit de petits trafics. Mais l'oiseau rebelle est foncièrement de notre époque. Vampe, aguicheuse et insoumise, témoin de la brutalité masculine et sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée d'exister. 150 minutes de pur bonheur. La direction musicale est de Bertrand de Billy, la mise en scène de Calixto Bieto, avec les interprètes Roberto Alagna, Elina Garanza et Maria Agresta. Carmen chez soi, c'est possible, c'est sur opéradeparis.fr et c'est gratuit. Pas mal, non ? Eh oui, Ève, merci beaucoup. On a terminé et on vous le rappelle, le podcast Ciné Critique, c'est toutes les semaines, le mercredi. Toute l'information sur le cinéma à domicile, l'actualité et la culture en général et bien sûr les critiques de films. Et en fonction de l'actualité, on continuera à vous donner des infos sur le cinéma et à vous conseiller des films en vidéo, notamment les bons plans. On vous souhaite un bon courage et on se dit qu'avec les films, l'épreuve que nous traversons sera moins difficile.
N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Très bonne semaine à toutes et à tous et à mercredi prochain.